Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa et avec moi pour la co-présentation, Rosine Mounezero. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des maladies des reins. Notre invitée est une néphrologue. Tout sujet chez qui on dépiste des chiffres tensionnels élevés avant l'âge de 40 ans, il faut suspecter une maladie rénale. Et dans notre contexte, c'est presque 98% de cas. Nous écouterons le témoignage d'un malade d'insuffisance rénale. Il nous parlera entre autres de son traitement. En dehors des médicaments contre l'hypertension, je suis 2 séances d'hémodialyse par semaine. Et une séance de dialyse dure 4 heures. À un moment donné, je suis obligé de ne pas être à des manifestations pour pouvoir suivre mon traitement. Tout ce qu'il faut savoir sur les maladies des reins, c'est dans la suite de ce programme. Mais tout de suite, l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. En RDC, c'est toujours l'épidémie d'Ebola qui domine l'actualité santé après avoir franchi la barre des 500 morts. Mais 2 autres épidémies font également des victimes, Firmin. Oui, Rosine, il s'agit des épidémies de choléra et de rougeole. Ces 2 épidémies dont on parle un peu moins sont aussi très préoccupantes et meurtrières selon la mission de l'ONU en RDC. La coordination humanitaire de l'ONU indique que ces 2 épidémies qui sévissent dans plusieurs provinces de la RDC depuis août 2018 se sont étendues à d'autres régions en ce début d'année. En l'espace d'un mois, plus de 50 personnes sont mortes de choléra dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Tanganyika. La rougeole, quant à elle, a fait au moins 137 morts dans le seul mois de janvier dans les provinces du Haut-Lomami et le Lualaba. Et qu'est-ce qui explique ces épidémies de choléra, Firmin? Quelles sont les raisons avancées par la mission de l'ONU? Selon l'ONU, Rosine, les difficultés de maîtrise de l'épidémie de choléra sont liées, entre autres, à la faible disponibilité de l'eau potable, l'insuffisance de la prise en charge médicale et des infrastructures d'hygiène et assainissement. Concernant la rougeole, la résurgence de l'épidémie est, selon les spécialistes, tributaire de facteurs divers. La faible couverture vaccinale, la mobilité des personnes rallongeant ainsi la chaîne de contamination de la maladie vers les zones non affectées, l'inaccessibilité de certaines localités à cause de l'état des routes et la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. L'usage prolongé des smartphones et lecteurs MP3 peut devenir nocif pour les oreilles. L'Organisation mondiale de la santé s'en inquiète. Tout à fait. Selon l'OMS, environ 50% des jeunes de 12 à 35 ans, soit 1,1 milliard de personnes, risquent à terme de souffrir de pertes auditives en raison d'une exposition prolongée et excessive à des sons forts. Actuellement, 5% de la population mondiale, dont 34 millions d'enfants, souffrent de pertes auditives. L'OMS ne sait toutefois pas quel pourcentage est lié au mauvais usage des appareils audio. Il ne devrait pas y avoir autant de jeunes gens qui continuent d'endommager leur audition en écoutant de la musique, a souligné le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom. Un début de solution peut-être. L'OMS a émis une réglementation non contraignante sur le volume sonore de ces appareils audio. Effectivement, la nouvelle norme élaborée par l'OMS en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications recommande aux fabricants de ces appareils d'inclure dans les smartphones et les lecteurs audio des systèmes permettant d'évaluer les risques liés au volume sonore. Ces systèmes permettraient d'informer l'usager sur le niveau sonore et sur la durée d'écoute et de les alerter en cas de danger. L'OMS propose également d'introduire un contrôle parental du volume ou encore une limitation automatique du volume. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons des maladies des reins. Les reins qui jouent un rôle essentiel en contribuant à purifier le sang et donc à désintoxiquer le corps. Mais parfois, les reins ne jouent pas correctement ce rôle ou cessent tout simplement de fonctionner. Pour quelles raisons? C'est ce que nous expliquera dans un instant le docteur Allé-Marie Patrice. Elle est néphrologue et chef du service de néphrologie de l'hôpital général de Douala au Cameroun, au micro de notre correspondant. Elle nous explique tout d'abord et avec plus de précision l'importance des reins.
Les reins sont deux petits organes, pour ceux qui en ont deux naturellement, qui sont situés au niveau de la fosse lombaire, dans l'abdomen. Et ça a la forme d'un haricot et qui a pour rôle principal l'épuration du sang. Il permet la désintoxication de l'organisme par la production de l'urine. Donc nous urinons parce que nous avons des reins. C'est la fonction principale. Mais à côté de la fonction d'épuration, le rein intervient dans la régulation de l'équilibre hydroélectrolytique. L'équilibre hydrique, ça veut dire que quand vous buvez en excès, le rein se charge d'excréter l'excès. C'est valable aussi pour les ions de l'organisme et beaucoup d'autres substances. La troisième fonction, c'est que le rein intervient dans la régulation de la pression artérielle. Et c'est une relation qui est très souvent ignorée de la plupart des gens et même des cliniciens. Le rein produit un certain nombre d'hormones, parmi lesquelles la rénine, qui est au centre de la régulation de la pression artérielle. Et ceci aussi va intervenir en relation avec l'excrétion d'eau et de sel. Et c'est pour ça qu'au cours des maladies rénales, la plupart des patients vont développer une hypertension artérielle. Donc notre pression artérielle est normale parce que nos reins fonctionnent normalement. Ce n'est pas le cœur, contrairement à ce que les gens pensent. Le rein a une fonction endocrinienne, c'est-à-dire elle produit une série d'hormones. Et je vais citer les deux principales. La première, c'est l'érythropoïétine qui intervient dans la croissance des globules rouges, donc dans la production du sang. Et au cours des maladies rénales, on a très souvent une anémie. Le rein intervient dans l'activation de la vitamine D, qui est une vitamine qui aide à la résorption du calcium et l'ossification. D'accord. Parlons maintenant des maladies rénales. Quelles sont les maladies qui sont courantes chez vos patients et dans notre contexte et quelles en sont les causes? Les maladies rénales sont classées en deux grands groupes selon le mode évolutif. Quelle que soit la cause, les maladies rénales vont aboutir à ce qu'on appelle communément l'insuffisance rénale. Et elle aura deux modes évolutifs, dont on a la forme aiguë et la forme chronique. La forme aiguë, c'est le cas où le patient avait un rein plus ou moins normal, sain, sur lequel un événement aigu vient se produire et altère le rein de façon brutale, en quelques heures et quelques jours, et crée donc l'insuffisance rénale. La forme chronique va évoluer à bas bruit, de façon lente, dans le temps, et le rein sera donc détruit de façon insidieuse et lente. Et très souvent, on dit qu'elle est chronique lorsqu'elle évolue depuis au moins 3 mois. Quels sont maintenant les facteurs de risque de faire une maladie rénale? Si on prend la forme aiguë, les causes, c'est toute situation de perte de liquide, toute situation de diarrhée aiguë, les vomissements sévères, toute situation d'hémorragie. Ça peut être une hémorragie digestive, ça peut être une hémorragie après un accouchement ou pendant la chirurgie. À côté des pertes de volume, on a les infections, donc tout état de fièvre, quelle que soit l'étiologie. Le seul fait de faire une fièvre, quelle que soit la cause, vous met déjà à risque. Dans notre contexte, c'est souvent les infections digestives, dont les gastro-entérites. Il y a le paludisme, qui est un grand pourvoyeur d'insuffisance rénale aiguë. À côté des infections, on a les médicaments, qui peuvent être des médicaments conventionnels comme non conventionnels. Et dans les médicaments, je vais insister sur les potions, parce que c'est des choses de pratique courante chez nous. Donc tout ce qui est potions traditionnelles, tout ce qui est traitement de phytothérapie, les reins sont très sensibles à une grande catégorie. Donc nous, les néphrologues, nous interdisons. On a aussi des médicaments conventionnels, ça peut être même la simple quinine qui donne la fièvre bilieuse. Chez une catégorie de personnes qui sont à risque, on a des antibiotiques de la classe des aminosides qui peuvent créer l'insuffisance rénale aiguë. En gros, pour la forme aiguë, c'est les infections, les pertes de volume et les médicaments. Maintenant, pour la forme chronique, qui est celle qui pose des grands problèmes parce que c'est irréversible, le chef de file, c'est l'hypertension artérielle chez nous. L'hypertension artérielle, je l'ai dit tantôt, est un symptôme de la maladie rénale. Et là maintenant, je vous dis, l'hypertension artérielle est une cause de la maladie rénale. Donc vous voyez, le rein
et l'hypertension artérielle forment une boucle fermée. C'est un mariage dangereux. Après cela, on a les maladies rénales intrinsèques que nous appelons communément les glomérulonéphrite, qui occupent la deuxième place et qui peuvent être primitives comme secondaires. On a la troisième étiologie, c'est le diabète sucré. Et après, on a les infections virales, notamment le VIH, les hépatites B et C, et les parasites tels que les filets, et certaines bactéries comme la bactérie de la syphilis, dont le tréponème, et même certaines bactéries ordinaires comme le streptocoque. Les autres causes sont les causes tumorales, notamment les cancers. On va évoquer la prostate chez les hommes. Et chez les femmes, c'est tous les cancers de l'utérus qui peuvent donc obstruer les voies rénales. On a les autres maladies comme la goutte. Ok, maintenant, de manière visible, comment savoir que quelqu'un a un problème de rein, a une maladie rénale? Là, c'est une très bonne question. La maladie rénale est une pathologie très pauvre sur le plan symptomatique, ne serait-ce qu'au début. C'est une maladie qui évolue à bas bruit. Elle est très sournoise. Et lorsque les symptômes apparaissent, très souvent, c'est tard. C'est-à-dire le rein est presque mort. Quelle que soit la cause, je veux dire quel que soit le type, qu'il soit aigu ou chronique. Donc il ne faut pas attendre les symptômes. C'est une situation clinique où il faut plutôt aller chercher la maladie chez tous les patients à risque. Si vous attendez les manifestations cliniques, c'est déjà tard. Mais quand même, il y a quelques signes qu'on pourrait évoquer et que si on prend ça en considération, on pourrait dépister à temps la maladie. Un des symptômes précoces, c'est l'hypertension artérielle. Je vous ai dit que le rein était le principal organe qui régule la pression artérielle. Donc évidemment, si le rein est malade, cette régulation ne sera plus bien faite. Les chiffres tensionnels du patient vont augmenter. Et on va appeler ça hypertension. Il va aller dans les consultations, on va lui diagnostiquer une hypertension, on va penser que c'est une hypertension artérielle comme cause, c'est-à-dire essentielle, mais en réalité non. C'est un symptôme, surtout s'il s'agit d'un sujet jeune. Et nous fixons la barre de la jeunesse dans ce cas-ci à 40 ans. Il n'y a pas d'hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire sans cause, avant l'âge de 40 ans. Donc tout sujet chez qui on dépiste des chiffres tensionnels élevés avant l'âge de 40 ans, il faut suspecter absolument une maladie rénale. Et dans notre contexte, je peux vous dire, c'est presque 98% de cas. Et ça, c'est un signe précoce, souvent. Le deuxième signe qui pourrait attirer l'attention des soignants, c'est les œdèmes, le fait de gonfler. Et très souvent, c'est les œdèmes qui commencent au visage. Le matin, au lever, on constate qu'on a le visage bouffi et secondairement, ils vont se généraliser. Le troisième signe qui pourrait aussi attirer l'attention, et ça c'est très important chez les enfants, c'est les urines qui moussent. Lorsque vous urinez, vous avez l'impression que ça mousse dans le bidet. Là, ça témoigne de la présence de l'albumine dans vos urines et cette albumine provient du rein. Un autre signe, on a l'impression qu'on urine moins, mais habituellement, le fait de uriner moins, c'est déjà un peu un signe avancé. Et autre signe, la fatigue. Une fatigue qu'on n'explique pas, et c'est très souvent dû à l'anémie. Donc, vous manquez du sang, parce que le rein ne produit plus l'érythropoïétine. À côté de ces signes précoces, maintenant, on a les manifestations tardives qui sont vraiment le témoin de la mort rénale. Les signes sont très souvent des signes digestifs. Donc c'est le patient qui a une perte d'appétit, c'est le patient qui a des nausées et qui vomit. Après, il a même des douleurs abdominales. Il fait du hoquet. Vous voyez, tout de suite, on pense au gastro-entérologue. Mais c'est un signe de l'intoxication de l'organisme. Après cela, si rien n'est fait, le patient va développer d'autres signes. C'est les crampes, c'est le pleurer, il va se gratter. C'est les troubles neurologiques, à type de somnolence. Il va somnoler en journée et la nuit, il a les insomnies. C'est le patient qui peut même convulser jusqu'à entrer dans un coma. Plus tard, il va développer des signes d'étouffement. Il ne peut plus se coucher à plat et après il peut entrer dans un œdème pulmonaire. Justement, parlons des complications et des conséquences les plus graves de cette maladie. Lorsque le rein est malade, aucun organe ne sera épargné. Et c'est pour ça que les manifestations sont assez diverses. Mais les plus courantes, on va évoquer les complications au niveau du système cardiovasculaire.
À côté des complications cardiovasculaires, on aura des complications neurologiques. On a aussi des complications au niveau du tube digestif. On a des complications infectieuses parce que l'insuffisance rénale va toucher l'immunité. Et du coup, c'est des patients qui sont exposés à faire beaucoup d'infections comparées aux autres, notamment les infections bactériennes et même la tuberculose et les complications sexuelles. Nos patients ont une baisse de la fertilité et aussi une baisse de la libido, une baisse de l'appétit sexuel, en plus du fait de la baisse de la fertilité. Mais c'est des malades qui peuvent procréer. Parlons justement des principaux traitements offerts aux patients des maladies rénales. On a aussi appris que quelque part on transplantait les reins parfois. Est-ce que c'est possible ici? D'abord, les modalités de prise en charge des maladies rénales. Pour la forme aiguë, elle est saine. La forme aiguë, je vous ai dit, le rein était sain. Et sous l'effet d'un facteur de risque, il s'est altéré. Donc la prise en charge de la forme aiguë, c'est d'identifier la cause, bien traiter la cause et le patient va récupérer si les choses sont faites à temps. Mais si on a vu le patient au stade très avancé, on peut proposer un traitement de suppléance rénale au patient qui va le maintenir en vie. Et ici, chez nous, la principale modalité, c'est l'hémodialyse. Donc, on va mettre le patient sur une machine qui va jouer le rôle de l'épuration et le maintenir en vie. Donc, pour tous les malades chez qui on ne réussira pas à stabiliser la maladie ou qui sont arrivés à notre niveau au stade terminal, on va faire la préparation à la dialyse. Le traitement de suppléance rénale comprend la dialyse et la transplantation que vous évoquiez tantôt. Dans la dialyse, on a l'hémodialyse, qui est la modalité disponible au Cameroun, et la dialyse péritonéale, qui n'est pas encore disponible chez nous. Et la transplantation, qui n'est pas disponible chez nous, mais que nous espérons verra le jour dans un avenir très proche, parce qu'on travaille sur un projet au niveau national. Parlant maintenant de l'hémodialyse, il y a le volet psychologique, c'est-à-dire expliquer au malade que désormais, il aura besoin d'une machine pour sa survie, donc d'un rein artificiel. Donc la psychologie, c'est de l'amener à accepter cette nouvelle contrainte dans sa vie. Mais le plus important, c'est la préparation médicale, qui consiste à faire les vaccins, surtout celui de l'hépatite B, pour le protéger contre une éventuelle contamination en dialyse, parce qu'on manipule le sang. Et le deuxième volet, c'est créer la bord vasculaire, par lequel on passera pour le connecter au générateur de dialyse. Et c'est une petite chirurgie qui est réalisée à un niveau du bras, où on va connecter une artère du patient à une de ses veines, qui va se développer, qui va devenir plus rigide, et au bout de 6 semaines, elle sera tellement développée qu'elle pourra supporter les pressions du générateur. Mais la plupart de nos malades commencent la dialyse sans être préparés par une voie d'urgence qui est le cathéter. Et nous n'aimons pas beaucoup ça. C'est la principale cause de morbimortalité chez nous. D'accord. Et maintenant, pour finir, quels moyens qu'il faut pour entretenir les reins afin d'éviter les maladies rénales? Si on prend juste diabète et hypertension, qui sont aujourd'hui un gros problème de santé publique chez nous, la question qu'on pourrait se dire, c'est comment prévenir l'hypertension, comment prévenir le diabète, parce que si on prévient les deux, on peut diminuer le nombre de patients rénaux. Et ces deux pathologies partagent quelque chose en commun, c'est l'obésité, c'est l'hygiène de vie. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une activité sportive soutenue, régulière, au moins 3 fois par semaine. À côté de l'activité physique, avoir une alimentation saine, éviter tout ce qui est gras, éviter tout ce qui est sucré, manger beaucoup plus de légumes, fruits, poissons. Et si vous n'êtes pas obèse, vous diminuez le risque de faire une hypertension artérielle et vous diminuez le risque de faire un diabète. Il faut éviter les autres facteurs de risque. Il faut éviter de prendre les médicaments tout venant, les potions qui peuvent créer la maladie rénale aiguë comme chronique, les tisanes. Il y a beaucoup de tisanes amincissantes sur notre marché aujourd'hui qui sont de grands pourvoyeurs de maladies rénales. Et je dis toujours aux femmes, non, la seule façon de maigrir, c'est d'aller faire le sport et de regarder ce qu'on mange. Mais à côté de ça, le rein, c'est l'organe qui le cible. Et pour qu'il puisse bien fonctionner, il faut qu'il ait du carburant. Et le carburant du rein, c'est de l'eau.
Donc il faut beaucoup boire. Il faut beaucoup boire au quotidien, au point d'uriner au moins 1,5 litre d'urine par jour. Donc boire. Et quand je dis boire, il ne s'agit pas de l'alcool, il s'agit de l'eau simple. C'est la meilleure boisson et qui nous permet donc de nous épurer. Dans l'alimentation, il faut diminuer le sel parce que en consommant trop de sel, vous vous exposez à l'hypertension artérielle et par là les maladies rénales. Chaque fois que vous allez voir un médecin, quel que soit le motif de consultation, prenez votre pression artérielle et c'est comme ça qu'on peut dépister une maladie rénale indirectement. Donc voilà, simple le dépistage. Ça coûte moins de 10 000 francs CFA. Et pourtant, beaucoup de gens ne le font pas. C'était le docteur Allé-Marie Patrice. Elle est chef du service de néphrologie de l'hôpital général de Douala au Cameroun. Elle était au micro de notre correspondant Émile Chérif. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Écoutons maintenant le témoignage d'un malade. Alain souffre d'une insuffisance rénale. Il est sous traitement depuis 5 ans. C'est en effet en 2014 que des examens ont révélé chez lui une pression artérielle anormalement élevée. Il s'est confié à notre correspondant, Émile Chérif. La maladie insuffisance rénale a commencé à me donner du tournis depuis environ 2014. Donc j'engage ma 5e année de traitement de cette vilaine maladie. Il faut dire que d'emblée, je n'avais pas été au courant d'une maladie appelée insuffisance rénale. Et donc, c'est à la faveur de quelques soucis de santé. J'étais grippé, j'avais de la toux et c'est devenu une toux plus ou moins chronique parce que il y avait des crachats sanguinolents et c'est ça qui m'a effrayé. Je suis allé directement à l'hôpital après avoir fait un tour à la pharmacie. 2 jours après, ça persistait. J'ai donc dû me résoudre à aller dans un hôpital le plus proche. Donc, j'y suis allé pour essayer de conjurer, n'est-ce pas, cette toux qui me tenaillait. Alors, quand j'arrive, on me prend les paramètres. On constate que j'ai une tension très forte. J'étais à 22 de tension. Et la jeune infirmière qui m'avait reçu m'a dit il faut qu'on essaie de voir le problème de tension parce qu'à mon âge, c'est pas normal que j'ai une tension aussi élevée. Donc, une fois devant le médecin, il tombe des nues devant le chiffre assez élevé. Alors, il me dit que l'urgence était à rejuguler la poussée hypertensive. On me prescrit une batterie d'examens. Une fois les résultats obtenus, le médecin traitant m'a référé à l'hôpital général de Douala, m'indiquant de rencontrer un spécialiste de la néphrologie. Selon l'interprétation de la néphrologue, elle a indiqué que j'avais atteint le stade chronique de la maladie rénale et que mes reins étaient foutus. Voilà comment on m'annonce que je suis désormais un insuffisant rénal. Justement, quels sont les soins que vous suivez et quelle est la difficulté que vous rencontrez lors de ces soins effectivement? Alors, depuis 2014, je suis un abonné des séances d'hémodialyse. Le traitement que nous suivons, en dehors des médicaments prescrits par mon néphrologue Dr Fouda, à savoir des médicaments contre l'hypertension et des fortifiants. En dehors de cela, nous avons 2 séances d'hémodialyse par semaine. Et une séance de dialyse coûte 5 000 francs et dure 4 heures. Bon, au Cameroun, on est réduit à 2 séances par semaine parce que la norme exige 3 séances par semaine. On a d'énormes difficultés à pouvoir tenir même les 2 séances parce que les hôpitaux publics camerounais n'offrent pas toujours des plateaux techniques les plus modernes. On a régulièrement des perturbations, soit liées à des pannes de machines, soit d'électricité, soit de manque de matériel, de kits de dialyse et autres consommables qui sont plus ou moins pas disponibles en temps réel. Ce qui fait que nous avons parfois de sérieux problèmes à nous faire prendre en charge au niveau de l'hôpital général de Douala où je suis depuis 4 ans mes séances d'hémodialyse. Et quand la situation est critique, parfois je suis obligé d'aller au sud Cameroun, notamment à Bolova, pour faire mes séances. C'est vous dire que nous, en tant qu'insuffisants rénaux, nous avons d'énormes problèmes, nous avons de grosses difficultés parce que notre vie dépend désormais, n'est-ce pas, de ces séances. Justement, comment est-ce que vous vivez en dehors de vos soins? Comment est-ce que vit un malade
Depuis que je suis sous traitement d'hémodialyse, ma vie a beaucoup changé. Il y a une certaine discipline dans l'alimentation, il y a une certaine discipline dans la vie tout court. Et cela impacte sur les faibles revenus qui sont les nôtres. Cela impacte également sur les obligations sociales et même professionnelles. À un moment donné, je suis obligé de ne pas être à des manifestations où j'aurais dû être pour pouvoir être à même de suivre mon traitement. S'il fallait donner des conseils à vos proches pour éviter cette maladie? Il faut manger sain. Parce qu'en réalité, ce que nous mangeons, c'est aussi en même temps ce qui nous sauve et c'est ce qui nous tue. Ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, il faut qu'on mette l'accent sur la qualité de la nourriture que nous mangeons. Au-delà des aliments, il y a des médicaments aussi. Vous savez qu'il y a des médicaments qui nuisent plutôt à la santé. Donc il faut faire attention avec l'automédication. Il faut faire attention avec la prise exagérée de médicaments. Il faut éviter la sédentarité, pratiquer beaucoup de sport. Je parle comme ça, super modèle, je suis sédentaire, mais il vaut mieux que ceux qui peuvent écouter mes sages conseils le mettent en pratique. Bon, je ne saurais terminer sans faire une petite fleur à mon épouse qui m'a toujours soutenu durant ces difficiles épreuves et toute la famille qui ne m'a pas lâché du tout. Nous remercions Alain pour son témoignage, un témoignage recueilli par notre correspondant Émile Chérif. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le docteur Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Docteur, comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent au monde des enfants qui ont des malformations? Des enfants qui naissent au monde avec des malformations, on qualifie ces malformations de congénitales. Et les causes des malformations congénitales sont multiples. Je vais ici énumérer notamment 3 causes. La première cause de ces malformations vont être des anomalies chromosomiques, à savoir qu'il y a une aberration au niveau de la structure du chromosome. La deuxième cause, qui représente à peu près un tiers des causes qu'on peut retrouver dans les malformations congénitales, ce sont des anomalies génétiques, à savoir une mutation dans les gènes des cellules lors de la constitution de l'enfant. Et la troisième cause, c'est ce qu'on appelle les embryopathies. C'est des maladies de l'embryon. Et là, c'est souvent là où nous retrouvons la majorité des causes qu'on peut éviter. On a dans un premier temps l'exposition à des radiations ionisantes, à des rayons X. Et cette exposition d'une femme enceinte à des rayons X peut être source effectivement de malformations congénitales. On a aussi des causes toxiques. Là, c'est par exemple la femme qui va prendre un médicament tératogène, à savoir qui est connu comme pouvant provoquer des malformations. On a aussi l'alcoolisme. Une femme qui est enceinte et qui prend de l'alcool de façon abondante peut voir son bébé naître avec un certain nombre de malformations congénitales. Et puis il y a un certain nombre d'infections aussi qui peuvent être des causes de ces malformations congénitales. La rubéole, cytomégalovirus, la toxoplasmose. Donc ça, c'est des causes infectieuses qu'il faut vraiment éviter chez la femme enceinte. Une femme enceinte doit vraiment éviter d'attraper ces maladies-là, parce que c'est des maladies qui peuvent provoquer ces malformations chez le bébé à sa naissance. C'est pour ça que le conseil que je vais pouvoir donner à cet auditeur, c'est vraiment, si on ne peut pas faire grand-chose concernant les anomalies chromosomiques ainsi que les anomalies génétiques, il faudrait surtout éviter d'être exposé à des facteurs environnementaux comme les rayons X, la prise de médicaments qui peuvent être délétères et l'exposition à certaines infections. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux maladies des reins, des maladies qui attaquent les filtres du rein, aussi appelés les néphrons, détériorant ainsi leur capacité à éliminer les déchets et l'excès de liquide. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Allé-Marie Patrice, chef du service de néphrologie à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Elle nous a expliqué comment entretenir ses reins pour réduire les risques de maladies rénales. Nous avons aussi écouté Alain, un malade d'insuffisance rénale. Il
Il nous a raconté sa vie de malade et nous a parlé de son traitement. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Nous disons également merci à Firmin Koyaouda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à notre correspondant Émile Chérif au Cameroun qui a contribué à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de Dan Crafton qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.